Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Day-to-Day, le podcast présenté par le Démarque, l'Association des étudiants en marketing de l'Université Laval. On vous souhaite bonne écoute. Allô tout le monde, on est de retour aujourd'hui dans un épisode du Day-to-Day. Aujourd'hui, on est avec l'agence Léonore, donc c'est-à-dire avec Patricia et Philippe. Allô guys, ça va bien? Salut, Bon matin. oui, vous autres? Ouais, Oui. très bien. Super, merci d'être là, on est super contente de vous recevoir. On est content d'être Content là. d'être là aussi. Super. Fait que, je sais pas si on pourrait commencer par vous présenter. On a jasé un petit peu avant de débuter le podcast, mais je pour que tout le monde à la maison sache votre parcours, votre background, puis le poste actuel là, que vous avez à l'agence. Les dames d'abord. Ça marche. Je m'appelle Patricia Rochette. Je suis chargée de projet chez Léonore depuis 5 ans et directrice du bureau de projet depuis 1 an et demi. Quoi dire? D'où je viens, je suis une fille de Québec. J'ai étudié en arts et technologies des médias à Jonquière. Fait que j'ai fait le DEC dans la branche publicité. Puis ensuite, j'ai fait un bac en histoire de l'art à Montréal. J'avais envie d'étudier, en fait, après mon stage d'ATM, je suis allée à Montréal, puis j'ai fait un stage en relations de presse dans le domaine culturel, justement, là, pour promouvoir tout ce qui était lancement d'albums, première de spectacle, tout ça. Fait que j'ai baigné là-dedans pendant un petit moment. J'ai beaucoup aimé ça, super stimulant. J'ai eu un emploi suite à mon stage. C'est un domaine qui est un peu superficiel parce qu'on est toujours dans les événements, puis j'avais envie de poursuivre mes études, j'avais besoin, je pense, de nourriture intellectuelle. Puis, de fil en aiguille, le bac en histoire de l'art, c'est un peu un hasard, là. Mais c'est un bac multidisciplinaire, tu sais. J'ai fait des cours d'anthropo, j'ai fait plein de choses. C'est un beau bagage culturel, un beau bagage de vie, je pense. Ça a été super le fun. Puis j'ai continué à travailler en parallèle dans ce domaine-là. Et puis, à la fin de mon bac, je m'étais inscrite à la maîtrise en gestion. Puis, vous savez c'est quoi, la fin d'un bac? Oui. On travaille, on fait multiples projets pendant le bac. Puis j'étais très fatiguée. J'en avais assez, là. Fait que je suis retournée travailler, finalement, dans mes premières amours en communication, en production, dans une boîte de prod de spectacle à ce moment-là. Fait que j'ai travaillé quelques années là-dedans. Ça a été de fil en aiguille. J'ai jamais eu de plan de carrière. Je pense que je suis quelqu'un qui est encore, mais toujours bien ouverte, aux opportunités. Puis, en quittant mon emploi, notre fournisseur de web, dit « Hey, on cherche une chargée de projet web. Je sais que tu n'as pas d'expérience. Je sais que tu connais pas ça, mais je pense que ça fitterait. Viens donc nous voir. » Puis de fil en aiguille, j'ai débuté, j'ai fait mes premières armes en web de cette façon-là. Ça fait un peu plus que 10 ans maintenant que je travaille en web. Oui, plus que... en tout cas, peut-être à peu près 15 ans, je dirais. Puis ça a été vraiment un gros défi. Par exemple, la marche était haute là, quand j'ai commencé. Il y avait beaucoup de choses. Alors, je travaillais le soir, j'étais avec des collègues de travail pour essayer de rattraper la balle. Puis c'était une boîte de prod, fait qu'on faisait pas de marketing. Maintenant, je peux dire que je fais du marketing. Je fais du marketing aussi, bien que je sois chargée de projet. Je peux dire qu'après toutes les années, maintenant, je fais du marketing, mais on était plus en prod. Puis, fait que j'ai vraiment appris sur le tas. En fait, puis il n'y a pas d'école pour les chargés de projet web. Ouais, c'est ça. Alors, je pense que tout le monde apprend sur le tas. Fait que mais toutes mes expériences, en fait, le cumul des expériences, que ce soit mon background en publicité avec le côté de design, relations publiques, puis dans mes emplois étudiants, j'ai toujours travaillé en service à la clientèle, en vente. Fait que tout ça fait en sorte que je mets à profit toutes mes expériences pour bien jouer mon rôle de chargée de projet. Puis maintenant, être leader d'une équipe, là. C'est cool. Très cool. Fait que, je regarde en arrière, je me dis qu'est-ce que je ferais différemment, même si j'avais pas de plan. Tu sais, ça a souvent été une angoisse pour moi de ne pas avoir de plan. Mais je pense que je ferais rien de différent.
Cool. Juste hot. de rester, Vraiment. de saisir les opportunités. Puis, j'étais un peu une perfectionniste, là, un peu une workaholic. Fait que j'ai tout le temps donné le maximum. Fait que, ouais, Très c'est beau un peu parcours. ça, là. C'est un peu C'est ça. hot, c'est un beau parcours. Vraiment. Ça montre Merci. que justement, plein d'expériences Oui, peuvent totalement. mener à plein de choses, mais qu'au final, on va Mais trouver oui. notre X. Puis... Je pense que c'est ça aussi, Ouais. hein, l'idée d'essayer de trouver son Ouais. X, puis ça arrive pas toujours dès la c'est première ça. expérience Exact. de travail. Puis tous les chemins mènent à Rome. Mais tu sais, on travaille tu sais, c'est des Ouais. sciences humaines, hein. Ouais. Tu sais, donc, en tout cas, chez nous, tu sais, on accueille dans notre équipe beaucoup de gens qui viennent de milieux différents, qui ont fait des études différentes, puis on cherche un savoir-être, tu sais, Ouais. parce que l'école nous apprend à apprendre. Fait qu'après ça, ben tu peux apprendre n'importe quoi. Ouais. Tu sais, fait que je pense que c'est ça, le parcours d'études, de vie fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis là, assis ici. Mais... Ouais, super. J'adore. Puis Ouais. Philippe et vous, je suis curieuse de vous entendre aussi. Ben, moi, j'avais un plan de carrière. Ça a bifurqué, mais non, j'ai commencé très jeune. Je voulais être designer automobile. OK. Ça fait que j'ai grandi avec une passion pour le dessin puis tout ça. J'ai un père qui fait de la peinture aussi. Ça fait que peut-être ça avait détendu un peu. J'ai étudié 2 ans en design à l'Université de Montréal. Puis à l'Université de Montréal, je suis rentré, ils prenaient 60 étudiants, j'étais le premier sur la liste d'attente. J'ai pris un guess qu'il allait y avoir des gens qui venaient pas, puis c'est arrivé. C'est que je suis resté 2 ans, j'ai grandi un petit peu là-dedans, parce qu'il y a des gens qui avaient déjà fait une technique en design et tout ça, c'est que j'avais des croûtes à manger, parce que j'avais fait sciences humaines avec maths au cégep. Puis, on a fait un projet à la 2e année avec les gens du HEC, où est-ce qu'on devait faire un projet, mais avec les 4P à Ok. l'époque. Puis, j'ai trouvé que c'était bien parce que je suis un gars qui est quand même assez rationnel. Puis, quand on est dans un milieu de design, on est très dans pousser les concepts jusqu'à l'ultime. Mais c'est qu'à un moment donné, il y avait tout le temps une voix dans ma tête qui disait « Ouais, mais ça va-tu se vendre, cette affaire-là? » Tu sais, il y avait d'autres choses en arrière. Puis de toucher avec les gens de HEC, ben, ça m'a dit « Bon, il y a peut-être autre chose aussi là, à regarder. » Puis j'avais été accepté, moi je viens de Sherbrooke, c'est que j'avais été accepté à Sherbrooke et à l'Université de Montréal. C'est que j'ai décidé de revenir chez nous à Sherbrooke dans le programme coop en marketing. J'ai adoré mon expérience, tu sais, c'est coop avec les stages et tout ça. C'est que j'avais fait 2 stages à Québec qui m'ont permis de découvrir la ville à l'époque. Puis de fil en aiguille, ben, à l'époque, j'étais un petit gars qui était quand même assez gêné puis tout ça. C'est que j'étais loin de vous autres qui êtes un peu en représentation, là. Ouais. Ça fait que, tu sais, je vous dirais, quand j'ai sorti, j'ai voulu développer un peu ce côté-là. C'est que j'ai travaillé en vente pendant à peu près 8 ans chez Best Buy puis Future Shop à l'époque. Puis bon, j'ai fait à peu près 5 ans là, dans des équipes de gestion là-bas. Puis après ça, ben, vers la fin, j'ai un ami, j'ai développé une amitié avec un autre gestionnaire. Puis ils m'ont invité d'aller peut-être faire mon DESS ou ma maîtrise au HEC en affaires électroniques. J'étais rendu à Montréal. J'ai commencé à faire des cours. C'est que ça m'a donné un peu le goût. Parce que, bon, quand on est très dans notre milieu professionnel, ben là, j'étais dans les ventes, puis les résultats. Je commençais à en avoir marre un peu. Puis, je suis allé faire un stage. Je suis allé faire la traduction des systèmes chez Best Buy à Vancouver. J'ai goûté au 8 à 5, avoir mes week-ends, mes soirées. C'est qu'en revenant, ça marchait plus ou moins. C'est que j'ai décidé de quitter, puis j'avais déjà commencé un peu mes cours à HEC. Puis là, j'ai été gestionnaire de compte web chez Bestar, qui est à Lac-Mégantic. C'est que là, j'avais un clash nature puis ville. J'étais un gros tripeux de plein air puis tout ça. Mais j'ai fait ça 2 ans, mais là, mes amis à Montréal, tout ça me manquait. Puis je suis revenu travailler pour, il s'appelle Alexandre Gagné chez Webbit. Il y a une agence à Montréal, là, qui sont à peu près une 40aine d'employés aussi. Puis j'ai fait 3 ans là. J'ai rencontré quelqu'un qui vivait à Québec. C'est que je suis venu la rejoindre. Puis bon, ben après ça, je vais dire, j'ai travaillé à peu près 2-3 ans chez Absolu pour commencer. J'ai été consultant. Puis Léonard, j'avais postulé chez eux à l'époque.
Puis j'avais jamais eu de nouvelles de Carl. Ça fait que... Carl, Ça fait que... Mais il m'a poké sur LinkedIn peut-être 2 fois. On avait jasé, puis ça n'avait pas donné. Puis finalement, j'étais rendu consultant. Puis il y a eu un départ du chef d'équipe marketing. Puis il y avait aussi Sébastien à l'époque, il venait d'avoir son 2e enfant, c'est qu'il avait un congé de paternité. Puis l'équipe était très jeune, c'est qu'il avait besoin d'un stratège qui avait un peu plus d'expérience pour s'occuper de Créaform, qui est un de nos plus gros clients. Ouais. C'est que je suis rentré là sur un contrat de 4 mois à 30 heures semaine. Puis après ça, je vais dire, je travaillais beaucoup avec des petits clients. Puis là, j'avais la chance d'être avec un gros client. J'ai aimé le sérieux de l'équipe, comment les gens étaient appliqués à ce qu'ils faisaient. Il y avait vraiment un super esprit familial. Puis c'était pas quelque chose que j'avais vécu dans mes autres agences. C'est que j'ai décidé de rester. Puis la flexibilité que j'avais, autant avec les clients, autant avec la collaboration des gens, ça permettait un peu là, de vivre le rôle davantage. Puis j'ai été un peu chef d'équipe marketing jusqu'à récemment. Puis là, j'ai décidé de prendre des nouvelles responsabilités là, comme direction de compte, travailler plus sur la relation des clients, vraiment démontrer l'impact des actions là, qu'on fait pour eux autres davantage. Puis je fais du mentorat aussi là, avec l'ensemble des équipes. Puis avec l'équipe de gestion, c'est de faire travailler tout le monde ensemble. Puis tout ça, ça fait que ça vous donne un peu le parcours. Oui, c'est vraiment un beau parcours. Les deux, c'est comme des parcours différents. Ouais. Mais des parcours qu'au final, les deux, vous êtes chez Léonard. Puis justement, en parlant on est des personnes très différentes, mais avec des forces complémentaires. C'est qui est cool. Oui, mais c'est ça qui fait la force d'une équipe, selon moi, parce que avoir juste des personnes comme nous, au final, on n'avance pas plus loin. Nos idées sont pas les mêmes idées, c'est tout le temps. On est d'accord sur tout, mais des fois, c'est bon de se faire challenger puis d'avoir des perspectives différentes. Vraiment. Oui, puis je veux dire, on le vit dans notre organisation aussi. Je pense que quand on a commencé, c'est des choses qu'on voyait. On avait beaucoup de gens qui pensaient quasiment ou qui avaient les mêmes profils. Mais on essaye un peu plus là, dans le recrutement d'avoir des profils complémentaires différents parce que je veux dire, c'est bizarre à dire, mais la confrontation, c'est bon dans une équipe parce qu'il faut challenger nos idées. C'est ce qui nous permet d'aller plus loin. Sinon, si tout le monde s'entend puis pense pareil, OK, il y a des modèles, mais on ne se réinvente pas. Exact. 100%. Vraiment. Puis justement, là, on a parlé de vos parcours, on a parlé de... Vous êtes rendu en marketing, du numérique, rendu chez Léonard. Si vous pouvez nous parler, c'est quoi Léonard? C'est quoi que vous faites? C'est quoi que vous mangez en hiver pour les étudiants qui nous écoutent qui n'ont aucune idée c'est qui Léonard? Léonard, c'est une agence de marketing numérique et de développement web. Donc, on accompagne nos clients de A à Z, en fait. On offre c'est une offre 360, on est one-stop shop. Là, donc, notre objectif, c'est de développer des partenariats solides avec nos clients. Moi, ça fait 5 ans que je suis chez Léonard, puis j'ai commencé... je suis encore chargée de projet pour des clients que je suis depuis 5 ans. Là. C'est vrai. Donc, on se définit vraiment comme étant l'extension du département marketing de nos équipes parce que de nos clients. Beau lapsus, hein? Équipe, client, c'est vraiment ce qu'on cherche à développer avec eux. Ça prend, pour avoir une expertise poussée en numérique, faut investir beaucoup en veille et techno, en R&D. Donc, c'est pour ça qu'on peut être l'extension du numérique là, du département marketing de nos clients. Puis, on les fait grandir. Notre objectif, c'est d'accélérer la croissance par le numérique, puis de démontrer des résultats tangibles. Donc, ça passe par des audits d'intelligence d'affaires web, des stratégies numériques, des refontes de sites web, développement applicatif, une multitude de choses, mais c'est vraiment, on travaille en continu avec nos clients. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est de l'optimisation en continu. Puis oui, on a un processus puis une méthodologie, mais c'est un accompagnement, puis c'est le développement d'un partenariat. Puis on travaille à l'année. Moi, je parle à mes clients toutes les semaines.
C'est vraiment ça, c'est de construire, en fait, avec eux. C'est carrément comme une relation. Mm-hmm. Ça fait que c'est d'apprendre à écouter l'autre, comprendre qu'est-ce qu'il vit chez eux. Puis je vous dirais, on travaille chaque mois, chaque trimestre avec nos clients, mais c'est d'arriver avec, tu sais, c'est pas juste un rapport qu'on vient présenter, c'est voici ce que ça l'a donné. Si tu veux aller plus loin, ben tu as A, B, C que tu peux faire. Qu'est-ce qu'on fait? Après ça, ben je vais dire, ben oui, il y a des budgets, oui, il y a ci, oui, il y a ça. Mais après ça, si on dit, ben écoute, si on fait A, ça va te donner ça, ça peut peut-être être rentable, ou B, ça va être un autre scénario, on consolide telle chose. C'est qu'il y a tout le temps plein de défis comme ça. Puis je pense que ce côté-là de partenariat ou d'imbrication qu'on a, ben, je veux dire, ça contribue à ce que les gens, ben, la confiance rentre et tout ça. Puis je vous dirais, les clients sont très satisfaits de ça parce qu'on s'intéresse à qu'est-ce que ça fait chez eux. Puis il y a beaucoup d'impact aussi de nos actions numériques, tu sais, à l'intérieur des équipes, chez nos clients, souvent dans le département des ventes, par exemple, tu sais, vente et marketing. Donc, c'est de créer une synergie entre ces départements-là à l'interne, puis de nous devenir aussi un agent de changement à l'intérieur des équipes clients, pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Bien, on a, pour optimiser les résultats, là, c'est sûr. Ouais, puis on le dit souvent à nos clients, nous, ce qu'on veut, c'est créer des beaux problèmes chez vous. C'est que la journée que vous nous dites que, ben là, slacker, parce que, je vais dire, j'ai pas assez de monde pour répondre à la demande, ou il faut que j'embauche quelqu'un pour traiter, ben, je vais dire, on a atteint nos objectifs. Fait qu'on fait des sites web, puis on fait des analyses, puis des plans de campagne, puis sur les multicanaux, de l'optimisation SEO, technique, site web, du design, du graphisme, du UX. Fait qu'on fait, il y a plusieurs choses. Touche à tout. Puis, tu sais, justement, vous avez tellement de champs d'expertise. Comment un peu votre équipe est construite? Tu sais, est-ce que vous avez des experts dans chaque en SEO, après dans la refonte de site web, ou justement vos équipes sont toutes des experts dans un peu tout, mettons? Je sais pas si ça fait sens ma question, là. Comment c'est ça? Oui, ben on a des départements, c'est sûr. On a le département de développement. On a une équipe département créative. Donc, ça, c'est nos designers UX, User Experience, l'ergonomie et le design graphique, donc les maquettes visuelles. On a une équipe marketing, évidemment, et la plus grosse équipe chez nous. On a les chargés de projet. Puis, est-ce que j'oublie quelqu'un? Les ressources humaines. Ah oui, les ressources humaines. Bien sûr, ben oui. On est une toute petite équipe. On est 40, mais on a quand même 2 personnes de ressources humaines à temps plein pour faire en sorte que ça se passe bien, qu'on a du plaisir, qu'on a tout ce qu'il nous faut pour grandir. Là. Et puis, c'est pas tous les places qui vont avoir 2 personnes aux ressources humaines pour une taille comme ça, mais c'est quand même important pour nous, là, que les gens soient heureux, puis tout ça. Si on veut revenir sur les expertises, parce qu'à l'intérieur de nos équipes, c'est sûr qu'on ne peut pas être expert dans tout, fait qu'on développe des spécialités. C'est ça. Ben, je veux dire, tu sais, les gens qui vont rentrer chez nous, ben, habituellement, ils vont avoir un certain tronc commun qu'on va essayer de développer. Quand on sort de l'université, on a des très grands concepts. Puis je dirais, ce qu'on doit faire, en fait, c'est qu'on doit faire quasiment une session, une année d'université en dedans de 3 mois pour vous montrer le numérique. C'est que la plupart des gens vont déjà avoir vu un Google Analytics, mais ils ne sauront pas comment extraire la donnée, des affaires de même. Ils peuvent avoir fait certaines certifications. C'est très rare que ça arrive en entrevue, mais écoutez, si vous voulez les faire, faites-les. C'est peut-être un truc que je peux vous donner pour vous donner des cordes dans vos arcs. Mais habituellement, on va tout le temps construire, le pilier central reste tout le temps le référencement, comprendre comment un site web fonctionne, comment est-ce qu'on peut maximiser des catégories, comment est-ce qu'un blog peut servir au marketing, des choses comme ça. À partir qu'on connaît notre écosystème ou notre blog, ben c'est la deuxième partie, c'est comment on peut amplifier un site web. C'est qu'on vient rajouter tout ce qui est les canaux externes, c'est que le pay-per-click, que ce soit Google Ads, Facebook Ads, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Parce qu'un client qui vient chez nous, ben, il va commencer par
différents éléments. Mais je veux dire, ce qui va faire la variété entre un client qui va donner 50 000 de budget versus un qui va t'en donner 250 000, c'est le nombre de canaux qu'on va mettre à côté. C'est qu'à ce moment-là, on travaille un peu avec l'expérience puis le temps. En fait, c'est juste que les gens développent un meilleur jugement. Puis la façon qu'on les élève, ben, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'ils font, l'impact, qu'est-ce qu'on choisit de faire pour que ça donne plus d'impact. On rajoute un canal, qu'est-ce que l'impact, comment on fait pour l'amplifier. C'est que les gens, bon, dans le temps, ils vont développer différents canaux. Puis ce qui va arriver naturellement, habituellement, ben, c'est que, il y en a un qui tripe SEO contenu, il y en a un qui tripe pay-per-click e-commerce, il y en a un qui tripe médias sociaux. C'est que c'est un peu comme ça que ça va se développer. Puis je vous dirais, il y a même des gens, je dirais, dans le temps, ils peuvent décider carrément de valser puis de décider, ben j'étais stratège, je veux devenir designer UX, c'est possible. Puis je vous dirais, il peut y avoir des mouvements comme ça. Puis après ça, ben, je vous dirais, si les gens, bon, ben avec le temps, bon, ben on connaît mieux notre travail, ben tu vas être appelé à communiquer ton savoir à des nouvelles personnes qui veulent venir. Puis avec le temps, ben je veux dire, tu veux peut-être avoir aussi plus de responsabilités parce que, bon, ben tu veux contribuer à quelque chose de plus large que juste qu'est-ce que tu fais pour tes clients, tu veux aider au niveau de l'agence. Ben c'est là où est-ce qu'on va ouvrir des responsabilités aussi, là, au niveau de l'entreprise, de la gestion, puis tout ça. Puis, bon, au niveau des développeurs, je veux dire, là, je connais pas tous les langages de programmation, mais... Ben, c'est ça. On a des développeurs full stack, on a des intégrateurs, on a programmeurs analystes. Fait que chacun a sa niche. Fait que c'est ça. Ça prend un peu de tout, là, en fonction des types de projets qu'on prend, là. Mais tu sais, un des éléments, puis Patricia l'a donné, on est un peu un one-stop shop. Puis tu sais, je dirais, les agences, que ce soit Québec, Montréal ou ailleurs, en province, ça va être très, soit t'es marketing, soit t'es en développement. On est quand même une des rares agences qu'on a quand même une très bonne intégration. C'est que, tu sais, autant les chargés de projet que les développeurs vont avoir justement des très bons fondements en marketing. Oui, tout le monde parle le marketing. C'est ça. Ça fait que, tu sais, nos développeurs sachent c'est quoi une balise title, pourquoi c'est important, puis tout ça. Puis le but de ça, ben, en fait, c'est que si on a oublié quelque chose en cours de développement d'un projet, ben il y a plein de gens qui peuvent lever une main puis dire, ben écoute, il nous manque peut-être telle affaire ou tel mandat, ben des fois... Avez-vous pensé à ça? Tout le monde est appelé à contribuer finalement pour atteindre nos objectifs parce qu'on a tout le temps des objectifs. Oui, c'est ça. Puis c'est cool aussi, là, vous l'avez dit justement, avec le fait que les deux personnes aux ressources humaines, on dirait que vous avez vraiment d'avoir une belle vibe. Puis on l'a quand même ressenti là, cette semaine quand on est allé vous visiter durant la tournée d'agence du Démarque. Puis je sais pas, la manière que les bureaux sont faits, tout ça, c'est super comme propice à justement échanger, partager justement toutes vos connaissances. Fait que ça a l'air super cool. Puis dynamique comme ambiance. Fait que 10 sur 10. C'est vrai. Puis ben moi, j'ai connu avant le télétravail aussi. C'est vraiment la vie d'agence. Ça a changé. On essaie de recréer des moments propices. Puis on y arrive là, ponctuellement. Il y a tout le temps un petit événement qui fait en sorte que tout le monde, on arrive à se retrouver au bureau pour vivre la vibe, tout le monde en même temps. Là. Très cool. Oui, c'est vraiment, tu sais, je dirais, depuis 5 ans qu'on est là, ben, c'est vraiment l'esprit de famille, je vous dirais, là, qui est très au centre là, chez Léonard. Puis de faire ça à distance, on a eu des beaux défis, là, de faire le party de Noël sur un Zoom ou un Google Meet. On a connu ça, nous aussi. Ça a été spécial. C'est que je pense que tout le monde, on l'a vécu différemment, mais là, je pense que les gens ont de plus en plus besoin de se voir et tout ça. Mais tu sais, je dirais, on a aussi découvert certains bénéfices aussi au télétravail. Tu as besoin d'une journée puis d'être dans ta bulle, puis que tu as une campagne à livrer ou une idée que, tu sais, je veux dire, tu te fais tout le temps poker, ben OK, tu peux fermer tes affaires, va chez vous, puis réfléchis, puis finis qu'est-ce que tu as à faire. C'est que, tu sais, ça, c'était pas nécessairement des choses qu'on faisait, on pouvait le faire, là, mais je veux dire, c'était pas aussi naturel, si on veut, là, ou accepté. Ça fait que je pense que c'est des petits bénéfices qu'on a de tout ça.
Vous, est-ce que vous êtes plus au bureau ou à la maison? Ou vraiment entre deux? À mon bureau. Plus au bureau, oui. Ouais. Mais justement, on est venu à vos bureaux, puis tu sais, ils sont tellement beaux aussi, c'est hot, tu sais. Il y a plein de lumière. Exact. C'est air ouverte. Tu sais, vous avez un bel environnement de travail, fait que je trouve ça cool que... Oui, puis tu sais, je vais dire, oui, c'est aéré, mais tu sais, il y a des gens qui veulent avoir un peu leur intimité. C'est que, tu sais, on a des designers qui préfèrent, tu sais, avoir un mur en arrière d'eux autres. C'est que, tu sais, on va jongler un peu avec les espaces, puis tout ça. C'est que, tu sais, on veut que les gens soient confortables, puis on prend les moyens pour le faire. C'est que, tu sais, pendant leurs 3 mois, si on veut, là, de période de probation, d'arrivée, tu sais, il y a des rencontres. Au début, il y a une rencontre dans la première semaine, on les rencontre avec les ressources humaines, avec le chef d'équipe. Deuxième semaine, c'est la même chose. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis à chacune de ces rencontres-là, ben, c'est vraiment de prendre le pouls de... C'est pas juste professionnel par rapport à tes tâches. C'est vraiment, tu sais, le savoir-être est super important. Puis je vais dire des fois, mais je vais dire mon savoir-être par rapport à ce que je fais, peut-être que ça ne fit pas non plus. Il faut qu'on soit capable, comme gestionnaire, de prendre action aussi. Ça fait que je pense que c'est vraiment des éléments où est-ce qu'on fait très attention aux gens qui nous choisissent puis qu'on choisit. C'est cool. Une question, Patricia, tantôt, tu as dit que tu parlais à tes clients à chaque semaine. Oui. Et justement, est-ce que c'est comme la norme? À quel point vous avez des meetings, des rencontres? Comment ça fonctionne? Vous avez un client attitré? Vous en avez plusieurs? C'est pas partout toute la comme synergie ça, avec vos clients, comment ça fonctionne chez Léonard? Oui, on a un client, on a des clients d'attitrés. Donc, puis on va créer des équipes de travail pour chaque projet. Parce que, bon, dans un client, il peut y avoir plusieurs projets. Donc, différentes équipes, différents experts qui vont être mis à contribution en fonction du projet et des objectifs. Mais on a une chargée qui est attitrée à un client. Puis à partir du jour 1 du onboarding, ça dépend de la vélocité du projet ou des stades du projet. Là, je dis à toutes les semaines, pratiquement toutes les semaines, sinon aux 2 semaines. Mais oui, ça fait partie des bonnes pratiques. Chez nous, on a tout le temps un weekly ou un bi-weekly qui est prévu. Une demi-heure au calendrier pour se mettre à jour, pour faire le point. C'est ce qui nous permet aussi de nous intégrer dans l'équipe client, de pouvoir rester au courant, d'échanger de l'information, de communiquer. La job d'une chargée de projet, c'est la communication à 80%. Et puis, ça permet de bonifier, je pense, la confiance dans la relation. Si on se connecte, puis ça dure 10 minutes parce qu'on a rien à l'agenda, c'est correct aussi. Mais je pense que c'est ce qui nous permet aussi de saisir des opportunités parfois, d'ouvrir la discussion, de parler de comment ça va. Des fois, nos clients ont des enjeux de recrutement, on va peut-être pouvoir les aider là-dessus. Ou, c'est ce qui nous permet d'amener la relation ailleurs aussi, là, puis de créer des partenariats solides. Fait que, oui, puis dans un projet, à ce moment-là, on va mettre différents intervenants en contribution. Puis eux aussi, là, moi, j'ai souvent mon collègue stratège qui va être présent dans ces rencontres bi-weekly-là pour... on parle de résultats, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis ça va arriver aussi que je m'efface, je leur laisse tout gérer, là. Chaque expert gère son projet, en fait. Là, on a chacun nos objectifs. Puis, la chargée, c'est le chef d'orchestre. C'est juste, on coordonne, on s'assure que tout va bien, on maintient le cap, les échéanciers, les budgets. Mais mes collègues, ils se font des meetings avec nos clients quand ils ont besoin de leur parler. Là, j'ai pas toujours besoin d'être là. Fait que... c'est ça. Chacun est responsable, en fait. C'est une culture de responsabilisation. Alors, tu as ton projet, tes objectifs. Chacun prend les moyens pour atteindre ses objectifs. Puis, la chargée de projet, je dis là, parce que là, on est 4 filles, un gars. Mais nous, on est des facilitateurs là-dedans. Là. Puis, on a chacun nos expertises aussi un petit peu. Moi, je suis plus dans le B2B. J'ai fait un peu tout, en fait. J'ai fait du Amazon, j'ai fait du e-commerce aussi, mais je suis plus dans le B2B dernièrement.
Mais tu sais, on a une chargée qui est vraiment B2C e-com. J'ai une fille qui est dédiée plus au projet technique, développement applicatif. On a une coordonnatrice de projet aussi qui est une développeuse chez nous. Donc, elle a commencé en développement. Ouais. Puis, elle a fait un certificat en gestion de projet. Elle a témoigné son intérêt. Puis là, elle fait de la coordination avec moi sur des projets. Fait que c'est super intéressant. Fait qu'on a c'est ça. Chacun, tranquillement, découvre son X. Hein, fait que c'est ça qui est le fun, de pouvoir bouger aussi là-dedans, puis d'aller se placer sur son X à force de découvrir puis de vivre des expériences, puis de grandir avec nos clients, parce que c'est souvent nos clients qui vont nous amener des opportunités de peut-être de découvrir quelque chose, d'explorer une nouvelle piste, une nouvelle avenue. Donc, ça nous... Tu sais, il y a tellement d'opportunités de grandir. Puis on apprend. Moi, j'apprends. C'est ce que j'aime depuis le jour 1. J'apprends à tous les jours, que ce soit du domaine de l'expertise de mon client, autant sur moi, autant, tu sais, puis c'est des relations humaines aussi. Puis ça change vite, là, tu sais, le numérique, c'est aussi de l'apprentissage, tu sais, au niveau technique. Il y a 15 ans, ça ressemblait pas à ce que c'est aujourd'hui. Non, même il y a 15 jours. C'est ça. Mais justement, on dirait que pour faire du pouce sur ce qu'on vient de dire, comment vous gardez à l'affût, comment vous, justement, vous gardez informé là, de tous ces changements-là, parce qu'on le sait, comme on vient de le dire, c'est tellement un milieu qui bouge rapidement. Fait que, Je veux dire, depuis que les responsabilités ont changé, je veux dire, je suis moins dans le day-to-day, si on veut, c'est que de ce côté-là. Mais je dirais je veux dire, je me tiens quand même à jour sur certaines pratiques, parce que je suis quand même très guéri en SEO, en stratégie de contenu. Mais je veux dire, tu n'as pas le choix de lire à chaque semaine. Je veux dire, tu sais, il y a eu un update de Google cette semaine ou dans les derniers jours. Ben c'est sûr que ça me trotte en arrière de la tête. Puis je sais qu'il faut que j'aille voir telle personne ou tel site dans les prochaines semaines pour voir quel marqueur ou quel élément a été affecté. C'est qu'à partir de ça, je suis capable d'en parler avec les chargés de projet puis de dire que, avec nos stratèges, on va regarder telle chose parce que, je sais pas, c'est la section About Us qui est rendue mise en valeur à travers cet algorithme-là, où là, c'est les descriptions de produits ou les rich snippets qui prennent plus de place ou être des facilitateurs. OK, quel client qui est affecté, quel stratège avec qui on parle, quelle entreprise on va venir peut-être juste leur expliquer, pour faire face à ça, écoute, il y a peut-être telle action qu'il faut qu'on prenne. On l'avait prévu dans notre budget, on ne l'avait pas prévu. Ça vient faire des discussions. Mais, c'est beaucoup de veille, c'est de la veille techno, donc c'est beaucoup de lecture. C'est ça. Puis on a des scrums, on a des scrums à... En fait, dans les équipes, c'est différent. Là. L'équipe marketing, vous en avez 3 par semaine. C'est ça. Il y en a 2 plus courts, il y en a un plus long, où là, il y a des échanges, des partages. Voilà. Même chose dans l'équipe de design, même chose dans l'équipe de développement. Fait qu'il y a un scrum matinal à tous les jours, on se met à jour, c'est quoi ta prio, tout ça, tu as des bloquants. Fait que c'est le moyen... Le moment d'échanger, évidemment, il y a plein, tu sais, je veux dire, on encourage, tu sais, on a un esprit très collaboratif, fait que, tu sais, il y a toujours un collègue qui peut toujours poser des questions, tu sais, on a un chat interne, même, tu sais, si on est à distance ou quoi que ce soit, mais le matin, le scrum du matin, c'est le moment de dire, hey, moi, j'ai un bloquant, il y a ça qui se passe, fait qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font, puis, une fois par semaine, une rencontre un peu plus longue. Puis là, c'est des partages de connaissances, des défis, qu'est-ce que j'ai appris. Fait que c'est pour faire justement circuler les connaissances parce que chacun de notre bord, on fait des découvertes, on fait des lectures. Puis là, il faut faire circuler. C'est un peu ça le défi. Hein? Oui, puis tu sais, le chat interne, c'est un outil qui est formidable aussi. Là, on a plein de channels sur plein de sujets. Fait que on s'envoie plein, on se pose plein d'affaires. Ça fait que, tu sais, je vous dirais, notre patron, Carl, c'est un triple de marketing. Je vous dirais, dans le channel marketing, c'est probablement la personne qui poste le plus. Mais je dirais... C'est pas seulement ce qu'il fait aussi, d'ailleurs. C'est autre que ça, mais on a une petite blague par la bande, mais je vais dire, tu sais, il y a une passion, c'est dans nos valeurs. On cherche des crinqués, on est des crinqués. C'est le moindre affaire qui vient se rajouter, mais je veux dire, avec le temps, on connaît plein de choses.
Mais c'est ces petits gaps-là qui permettent tout le temps d'aller faire gagner justement nos clients. Puis il y a du temps pour ça, en fait. C'est ça. C'est encouragé, là. C'est pas, tu le fais pas sur ton temps perso. Ben il y en a beaucoup qui le font aussi, tu sais, par intérêt. Tu vas lire un article le soir, tu vois quelque chose popper dans ton feed, puis tout. Puis, mais chaque personne qui rentre, je vous dirais, ça fait partie un peu du feedback qu'on va lire. À quel point tu partages qu'est-ce que tu viens découvrir. Puis des fois, je veux dire, les gens qui sortent de l'université, ils sont intimidés par qu'est-ce que les plus vieux vont partager, mais je veux dire, faut pas. Je veux dire, toi, t'es rendu là, puis c'est correct que tu le partages. Ça fait qu'à ce moment-là, si toi, tu penses à ça, ben il y en a un autre qui a été embauché peut-être là, 1 mois ou 2. Il sait peut-être même pas, ou il ne maîtrise pas encore à 100%, c'est qu'au pire, je vais dire, c'est ça, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a jamais de mauvaise question. C'est que tant qu'on est capable d'éclaircir puis de mettre de la lumière sur ça, tout le monde vient de gagner. Des bons conseils. Vraiment. Oui. Moi, je suis en même temps des notes dans ma tête. Moi aussi. Une chose qu'on dit, là, c'est que, je disais ça aux gens qu'on embauchait, c'est si tu poses pas de questions, moi, je vais commencer à en poser. C'est ça. Ça fait que, tu sais, je dirais, tu sais, d'être dans une culture de responsabilisation puis tout ça, ben, je veux dire, on s'attend à ce que tu prennes des risques puis tout ça. Puis des fois, tu sais, on sort de l'université, les gens, ils ont pété des scores à l'université puis tout ça. Ben, c'est pas pareil quand on travaille avec un client. C'est des relations, c'est pas pareil non plus. C'est que, tu sais, il faut essayer des choses, puis malheureusement, il faut se péter le nez dans les fenêtres aussi. Puis je veux dire, ben, ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait que... Justement, je trouve que, tu sais, le numérique, oui, on a des cours dans notre bac en marketing, mais c'est pas la réalité de quand on va arriver en agence. Surtout, même n'importe quelle agence de NUM, vous avez tellement des méthodes de travail différentes d'une agence à l'autre. Vous, est-ce que vous avez des conseils à donner aux étudiants qui, eux, justement, ils savent qu'ils veulent aller en marketing numérique, qui savent qu'ils veulent aller en agence? C'est quel conseil que vous avez à leur donner pour, pendant ton bac, je dirais, fait telle certification? Ben, il y a Skills Shop de Google. Je me souviens pas de l'acronyme français, mais allez faire toutes vos certifications Google. C'est que je vous dirais, ça va vous prendre peut-être 2 semaines les faire au complet. Il y a HubSpot qu'on recommande aussi. Le Inbound. Le Inbound, ils ont développé pas mal dans toutes les langues maintenant. Il y a SEMrush, que je vous dirais aussi. C'est un outil, ça, notamment au niveau du référencement. Les gens qui veulent comprendre plus les stratégies de contenu. Puis ça va au-delà de juste des blogs puis le SEO technique. Là. Ça prend aussi le volet social, du linking aussi. C'est que de faire ces certifications-là, je veux dire, ça vous permet déjà de baigner un peu dans qu'est-ce qui peut être disponible. Après ça, je vous dirais, il n'y a pas juste du mauvais il n'y a rien de mauvais dans ce que vous apprenez à l'école, mais le truc, en fait, c'est que vous n'avez pas le choix de vivre des choses que vous avez vues théoriquement. Exact. C'est que quand je vous ai parlé, mettons, des 4P ou qu'on parle du modèle de Porter, je vous dirais, ben chez nous, ça fait partie d'une analyse externe de l'audit. Mais de dire, bon, ben c'est quoi les menaces à l'entrée, les ça, ben c'est d'être capable de mesurer l'écosystème d'un compétiteur. Ben, de faire ça, je vous dirais, à l'université, vous ne le montrez pas. Il faudrait investiguer les outils, il faudrait être capable de dire, bon, ben en fonction de comment mon équipe est configurée, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le but, après, de prendre, faire un FFOM, je veux dire, ben, c'est de trouver les gaps versus la compétition. Puis je veux dire, si je me bats contre un géant, ben, je veux dire, dans un marché, quelqu'un qui commence comme entreprise, ben c'est du marketing de guérilla. C'est que ce côté-là, il devient important. C'est que de lire là-dessus, de comprendre un petit peu comment je peux exploiter une niche pour m'enraciner puis de faire grandir mon arbre. C'est un petit peu ça qui va être important parce que comprendre comment un marché fonctionne, développer des bonnes aptitudes pour la priorisation aussi, ça peut être super bon. Prendre des bonnes notes, ça, je dirais être capable de synthétiser. L'esprit de synthèse. Oui, c'est super important. Tu sais, il y avait une question dans vos questions de préparation. Là, qu'est-ce que mes études, mettons mon parcours au quotidien, ben tu sais, en histoire de l'art, moi, j'ai beaucoup rédigé, beaucoup lu, puis beaucoup rédigé. Fait que bon, ben oui, OK, de creuser, ça, c'est
mais de la rédaction puis l'esprit de synthèse. Donc, d'être en mesure de synthétiser, je pense, c'est ce que je retiens le plus. Puis, c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose qui se travaille, là, mais vraiment... Puis, tu sais, il faut être curieux. Je veux dire, les deux, on est quand même un peu perfectionnistes, c'est bon. Puis, je dirais... Mais, tu sais, t'as pas besoin d'être ultra perfectionniste, mais c'est de vouloir comprendre les choses, vouloir comprendre pourquoi, vouloir comprendre comment ça fonctionne. La cause racine. Les 5 why, les 5 pourquoi pour trouver la cause racine. Donc, de ne pas se sustenter, de dire, d'aller vraiment au fond des choses, puis d'éviter de laisser des zones grises. Puis ça, c'est pas juste dans ta job, c'est de le poser aussi au client. Puis, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise question à poser au client. Je veux dire, tu ne travailles pas là. Ça fait que tu es là pour apprivoiser sa business. Ça fait que, bon, OK, pourquoi ça cause problème? OK, mais pourquoi c'est un problème? OK, est-ce que, tu as assez de lumière pour voir que on est capable de s'en servir ou de dire, OK, là, je comprends pourquoi c'est une limite ou je suis capable d'aider le client à l'outrepasser. Puis je pense qu'en fait, c'est juste de pouvoir bien cibler les besoins du client parce que le client va pouvoir nommer quelque chose. C'est pas nécessairement son besoin derrière. Puis notre travail, autant en fait en équipe, là, autant le développeur que le stratège, c'est de pouvoir comprendre le besoin derrière la demande pour mettre en place un plan de campagne, une stratégie qui va remplir les objectifs. Puis il faut éviter les gaps parce que le besoin et les objectifs, ça c'est encore de la communication, mais c'est vraiment pour aller chercher le besoin primaire derrière puis d'atteindre les bons objectifs. C'est de la gestion des attentes. Le client, quand les clients nous contactent, des fois, on va dire j'ai besoin d'un nouveau site web. Des fois, c'est juste de changer le site web qui va être bon. Puis des fois, ils ne pensent pas qu'il y a besoin de changer son site web. Mais oui, il faut changer son site web. Ça fait que, tu sais, il y a vraiment des éléments où est-ce que, justement, en posant des questions, tout ça, tu sais, la personne nous dit, j'ai un nouveau site web, puis j'ai pas personne qui me contacte. OK. On va creuser en quoi ça affecte ta business. Tu sais, j'ai payé 55 000, puis j'ai pas de personne qui me contacte, puis j'ai mes vendeurs qui vendent plus que mon site, que je m'attendais à ce qu'ils fassent autant. OK, est-ce que tu supportes avec des actions? Est-ce que ça vient mettre en jeu des jobs chez vous? Puis tout ça fait que j'avais une croissance de X% à atteindre vis-à-vis mon comité de direction. Mais là, présentement, je suis juste à la moitié de ma performance. C'est que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On creuse avec eux autres. Puis on réfléchit tout le temps. C'est ça. Puis après ça, écoute, ton gap, c'est de 10 %. On se donne un objectif. On va monter de 10 à 15 %. Ça te va? Oui. Pour y arriver, on va venir exploser. Voici qu'est-ce qu'on peut faire sur tel canal, telle personne va faire telle chose, on va te donner un suivi. C'est ça, après, c'est la planification. Puis, je peux peut-être donner un cue aussi là, pour les gens en marketing. Là, il y a un site qui s'appelle Smart Insights. C'est un site qui est destiné un peu aux consultants. Puis la méthodologie qu'on utilise, on a un modèle 3-step qu'on explique à nos clients, mais le modèle, c'est plus ça s'appelle le SOSTAC. C'est situation actuelle, objectif, stratégie, tactique, action, puis contrôle. C'est que c'est une loupe. C'est que dès que vous comprenez ce modèle-là, je veux dire, ça touche tout ce que vous avez vu en marketing. Après ça, je veux dire, c'est de trouver des exemples, puis de voir comment est-ce que ça se manifeste après dans de la mise en marché. Mais je vous dirais, vous ne le verrez pas nécessairement upfront dans des choses que vous allez voir. Vous allez voir le front, si on veut, la tactique puis la stratégie. Vous n'aurez jamais les objectifs, puis vous n'aurez jamais comment c'est déployé, puis comment les gens rendent contrôle. C'est que ces côtés-là, vous allez aller chercher plus en agence. Puis habituellement, c'est plus ce côté-là que, je vous dirais, qu'à l'université, c'est plus difficile à montrer. Puis, un parallèle, je vous dirais, c'est, mettons, quand j'étais au DSS ou HEC, puis je pense que vous l'avez à Laval aussi, là, mais c'est qu'il y a des gens qui peuvent venir, puis dans le fond, ils vont juste vous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils font avec leurs clients. C'est qu'avec ça, vous avez un peu un preview là-dessus.
ben, je vous dirais, mettez-vous en contact avec le conférencier puis posez-lui des questions. Ou les journées d'agence, ça peut être de regrouper quelques personnes, puis ben, vous allez à l'agence, puis on parle plus de ces éléments-là aussi. C'est des choses que vous avez entre vos mains, quoi. C'est hot. Très cool. Puis justement, depuis le début, on parle un peu de vos clients. Je pense que c'est Patricia qui a dit, tu as mentionné Créaforme, tout ça. Mais mettons, à quel point une stratégie numérique peut venir impacter les résultats d'une entreprise? C'est surtout, aujourd'hui, c'est super d'actualité, mais justement, à quel point vous pouvez voir une différence? Y a-tu, je sais pas si à quel point vous pouvez mentionner un mandat en particulier aussi, mais... Sans rien mentionner, oui, mettons, là... ben, tu sais, notre objectif, c'est d'accélérer la croissance par le numérique. Donc, avec un site web, tu sais, un site web performant, optimisé, puis un écosystème numérique autour pour propulser cette plateforme-là. Tu sais, notre site web devient un agent virtuel, un représentant des ventes qui travaille 365 jours, 7 jours sur 7, et donc qui, dans le B2B, va générer des leads, donc va générer des prospects par des formulaires de soumission, des formulaires de qualification, donc qui va envoyer de la job justement aux représentants ou aux ventes chez le client. Du côté B2C, ben c'est une vente, dans le e-com, en tout cas, là, une vente. Puis, ben c'est de la croissance. Donc, par exemple, ben c'est de voir un département des ventes qui a besoin d'engager plus de gens. C'est une production qui explose, mais une augmentation de la production. Nous, on travaille beaucoup avec des manufacturiers du Québec qui veulent s'exporter. Ben, une augmentation de la production qui fait en sorte que tu as besoin d'embaucher, de faire grandir ton usine 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, tu sais, c'est des résultats concrets, tu sais, de faire grandir. Tu sais, nous, on grandit avec nos clients. Fait que ça va avoir un impact, oui, de créer des emplois, de créer de la richesse chez nos clients. Puis, tu sais, vous mentionnez Créaforme, tu sais, ça a été un des premiers clients de Carl. Il a commencé, il était les 3 fondateurs de l'entreprise. Créaforme, maintenant, c'est 600 employés dans le monde. C'est fou. Puis, je veux dire, on s'occupe encore en majorité là, du marketing avec eux autres. Puis il y a plein de cas, justement, des entreprises qui étaient à 30, sont montées à 40, 50, 70, 200 personnes. C'est que je veux dire, tu sais, c'est... Oui, puis il faut gérer la... Ça n'arrive pas en claquant des doigts, hein? Tu sais, c'est beaucoup d'efforts, mais puis il faut gérer parfois la croissance. Là. Il y avait des clients où le mois passé, c'était... 146 % de croissance, mais là, c'était trop parce que le département logistique n'est pas capable de gérer ça. Fait que là, attention, il faut gérer, il faut le diminuer parce que, ben, tu sais, on a dit c'est des heureux problèmes, mais ça reste des problèmes quand même. Exact. Puis il faut s'en soucier, tu sais. C'est pas... Nous autres, on se ferme pas les yeux, là. C'est vraiment un travail d'équipe, là. Oui, puis, tu sais, je veux dire, on l'a vécu aussi même à l'interne, tu sais. Quand je suis arrivé, on était 12 personnes. Puis là, on est rendu 40. Ça, je veux dire, tu sais, dans la pandémie, on a grandi aussi. Tu sais, de s'ajuster, puis tout ça, ça change les façons de faire. Puis je dirais, ben on le voit aller chez nos clients aussi. Ça fait que, tu sais, faut qu'on soit à l'écoute, justement, de ça. Puis bon, ben quand ça arrive, ben on ralentit les efforts publicitaires, puis on dit, bon, ben on va travailler l'actif pour que ça se construise d'une autre façon. Puis des fois, c'est des croissances plus organiques. Oui, puis quand il y a des ralentissements sur les marchés comme ce qu'on est en train de vivre tranquillement, ben il y a des entreprises qui vont... tu sais, on va consolider, par exemple, on va travailler sur le développement de plateformes, d'outils. Tu sais, c'est le temps de s'outiller pendant que, justement, les équipes sont peut-être moins débordées. Fait que, c'est vraiment... une danse. C'est ça. Très cool. Yes. Moi, j'ai une question au niveau du B2B. Parce que, tu sais, on entend souvent dire le B2B, c'est quasiment pas le seul truc en marketing qui ne changera pas, mais que c'est encore des relations vraiment face à face, du téléphone, des courriels, des foires. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi les meilleures tactiques en B2B en numérique? Ouh! Ben, moi, je dirais, quand j'étais à Sherbrooke, j'avais eu un cours en marketing industriel, puis j'étais comme, pourquoi on suit ça? Là, c'est plate, parce que je voulais m'en aller en pub, là, comme beaucoup de personnes. Mais en fait, je veux dire, avant, c'était beaucoup comme ça. Okay? Puis je vous dirais, on a encore pas mal de clients qui vivent à travers des salons. Puis
Puis en fait, ils viennent nous voir parce que leurs compétiteurs commencent à avoir une présence numérique, puis ils comprennent pas trop pourquoi ils font ça, mais ils voient qu'ils sont plus en croissance qu'eux autres. Ça fait que le truc, là, puis je vous disais, il y a beaucoup de documentation de Gallup, Gartner, des trucs comme ça, mais c'est que le buyer's journey, si on veut, ben les gens, ils vont en ligne, puis ils vont lire. C'est qu'avant que tu parles à quelqu'un, maintenant, les gens, ils savent à peu près 3/4 de la cassette que tu ferais en jasette de vendeur avant. C'est qu'ils veulent plus se faire appuyer à des moments clés. C'est quand on travaille avec nos clients, en fait, c'est un peu ça qu'on travaille beaucoup à faire parler les clients. Puis des fois, ben, je veux dire, les gens en vente, ils comprennent pas trop pourquoi on leur pose ces questions-là, mais je veux dire, on conçoit un agent virtuel. Oui, on décortique le buyer's journey pour pouvoir venir appuyer le processus de vente traditionnel avec le numérique. Donc, tu sais, il y a un buyer's journey traditionnel, puis il y a le buyer's journey numérique, puis entre les deux, ça fait ça. Fait que notre objectif, c'est de déployer des tactiques, de développer des outils qui vont être accessibles sur le web, puis pour supporter les ventes. Mais oui, les gens, tu sais, donc il y a beaucoup d'awareness qui va se faire, puis de conversion également pour générer des leads. Mais c'est sûr qu'après, l'équipe de vente du client doit les convertir. Reste, tu sais, comme tu disais, c'est le B2B, ben c'est pas... c'est une relation. C'est pas comme le e-com, là. Une vente, c'est une vente, là. T'as fait une vente. Tout ce qu'on vient faire, en fait, c'est de travailler cette synergie-là avec les ventes pour dire, bon, ben, tu sais, Chloé, je t'ai parlé, là, mais OK, Chloé, tu avais un problème sur ABC. Ben écoute, regarde, je t'ai envoyé 2-3 articles sur A. Voici ton calculateur ROI sur B, puis voici des exemples clients sur C. C'est qu'à ce moment-là, j'ai tout ça sur mon site web. C'est que c'est toutes des ressources qu'on est capable d'outiller les gens. Puis le but, en fait, de ton numérique, c'est de raccourcir les cycles. C'est qu'à ce moment-là, si tu as plus d'informations qui est disponible, puis je vais te dire, ben, c'est des choses qu'on dit tout le temps à nos clients. C'est quoi les questions que vos clients vous posent? Il faut tout que ça soit sur le site web. Oui, puis tu te positionnes comme un thought leader. Puis, tu sais, y a-tu d'autres tactiques, justement, mettons, nous, on parle souvent de webinaires, tu sais, des white papers, tu sais, c'est quoi les grosses tactiques en B2B que vous êtes comme un client qui a de l'argent pour son budget, là, qui veut se positionner, là, il doit faire ça. Ben, c'est une multitude de touchpoints. Tout, là. Mais c'est du contenu. C'est ça. C'est du contenu. Puis je veux dire, bon, le fameux « ça dépend », là, mais je veux dire, tout ce qui est du contenu qui est centré sur la valeur. C'est quoi les problèmes, c'est quoi les avantages qu'ils cherchent, puis qu'est-ce qu'on fait pour les résoudre. Il faut mettre en relief les pains, puis les gains, c'est ton expertise. Exact. Puis, c'est le contenu. Marc, je vais créer à fond, je vous dirais, bon, ben, les gens, pourquoi ils achètent un scanner 3D à 100 000 Ben, un scanner 3D à 100 000 je vais l'acheter parce que ça va me permettre de sortir mon produit plus rapidement ou d'avoir moins de reject au niveau de mon contrôle qualité. Ben, comment est-ce que je communique ça? Ben, ça, c'est la cassette que les gens en direction, faut qu'ils comprennent. Mais les ingénieurs qui sont en train de créer les objets, ben, OK, comment ça impacte ton 2D? Ben, c'est que mon scanner, il y a un temps de scanning ou de processing 10 fois plus rapide avec ton logiciel de conception 3D. C'est que ça amène à comprendre vraiment intimement qu'est-ce que les gens font avec les produits. C'est là où est-ce que justement de prendre le temps de s'imbriquer de ces clients-là, ça prend plus de temps. Fait qu'on va parler aux ingénieurs chez le client, on va parler au service à la clientèle, les questions qu'ils ont, on va parler aux vendeurs, on va parler à tout le monde, puis... Puis, tu sais, je veux dire, des outils, là, je veux dire, Créaform, on a développé des calculateurs ROI. Il y avait, à un moment donné, ils ont un robot qui scanne une pièce 24 heures sur 24 dans le hall d'entrée chez Créaform, un robot. Puis il se recalibre automatiquement. Puis dans le fond, pendant un certain temps, on avait une caméra qui était live. C'est que si tu voulais une de ces solutions-là, ben, je veux dire, si ton défi, c'est d'avoir tout le temps quelque chose en continu, puis que ça s'auto-recalibre, puis tu avais des objections, des concerns pour ça, ben
ça marche, on l'a chez nous. Mhm. C'est que c'est des éléments là-dessus. Sinon, tu as des expériences interactives qui peuvent être faites. Ouais. C'est que si tu te poses des questions à savoir, bon, ben, je veux faire un faster time to market ou moins des rejects, ben, je peux avoir des questions, une espèce de mini-sondage de 5 à 10 questions. Ça va tout m'envoyer des informations. Puis avec ces informations-là, ben, je peux décider pour les 4 prochains articles, j'avais des questions sur telle affaire, ou je voulais faire un white paper, ben, sur quoi je le fais, ben, je vais avoir mes réponses. Très cool. Yes. Est-ce que vous avez des... Non, je suis pas rendue. Quoi? Ça, je suis rendue à la petite question. Oui. Ok, non. Moi, j'ai une question, c'est concernant les clients que vous avez. Est-ce que vous avez eu un client ou un mandat que vous avez comme trippé, c'est votre réalisation que vous êtes le plus fier? Justement, vous avez augmenté le chiffre d'affaires du client de X%, puis... Sinon, Comme c'est moi, il y avait ça, là. sinon, un moment clé ou Ouais. genre un moment de fierté depuis votre entrée chez Léonard. Grosse question. C'est sûr que vous n'avez Ben, pas de réponse aussi. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais Ouais. c'est pas moi qui le fais, mais c'est notre équipe. Ouais. là. Mais un gros succès qu'on a eu, on a explosé les ventes. Je sais pas, on peut-tu nommer nos clients? Obligé. On peut faire un bip. Pas Non, on les, peut, pas ouais, les on peut, chiffres. on peut le biper. là. Tant qu'on met pas les chiffres. Ben, j'ai même pas les chiffres, hein, parce que Ouais. je suis Ouais, pas c'est ça. dedans. C'est pas Ouais. moi qui... C'est pas Ouais. moi qui... mais... je voulais parler de Coifferie, en fait. Ben oui, on peut en parler. Coifferie Internationale, qui est un site en ligne, qui est une boutique en ligne, Ouais. en fait, de Ouais. produits capillaires, tu sais. Puis on a augmenté les... Ben, on a travaillé sur l'optimisation du site. Il y a une série d'actions qui ont été mises Mhm. en branle, ouais, voilà. Puis année après année, mois après mois, les résultats sont phénoménaux, là. Malade. Donc, pour l'équipe, là, c'est un gros succès. Ouais, on est pas mal fiers. Bravo. Congrats. Oui, bravo Ça, pour c'est ça. c'est le fun, Ouais. ouais. Oui, puis je vous disais, tu sais, moi je vous disais, quand on a des gens qui comprennent pas ce que le numérique est, puis tu sais, je vous disais, tu sais, c'est arrivé récemment avec un de nos clients, Souci. Ça fait 2-3 ans qu'on travaille avec eux. Ben, je veux dire, tu sais, on a amené l'information d'une nouvelle façon, puis là, je comprends exactement qu'est-ce que j'ai à transformer chez nous pour que ça vienne mieux travailler avec vous autres. Mhm. Ces mini-victoires-là de prendre quelqu'un qui est un peu néophyte avec la contribution, Ouais. tu sais, je veux dire, genre, tu sais, Weedman, ça en a été... Il y en a plusieurs, là, je vous dirais, que juste de rendre ça concret, puis que la personne ben, est capable d'aller chercher soit plus de ressources, pour justement, on amplifie nos relations, ben, c'est ces éléments-là, puis c'est un travail d'équipe tout le temps. Je veux dire, Coifferie, bon, ben, il y a de la stratégie, mais il y a des gens qui ont quand même regardé au niveau technique qu'est-ce qu'on pouvait faire. Après ça, ben, ça crée des nouveaux défis, parce que là, bon, ben, l'infrastructure qu'ils ont présentement, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on veut pour passer à la prochaine étape, qui est de grandir plus en anglais ou des affaires de même. Ça fait que là, bon, ben, OK, on a un choix technologique à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, ben, ces choix technologiques-là, ben, des fois, ben, on n'aura pas l'optimal, mais qu'est-ce qu'on fait avec le jeu de cartes qu'on a? Ben, c'est là-dessus qu'on est créatif puis qu'on va pousser nos recherches. C'est cool. Ça, c'est ça, je pense. C'est toutes des mini-fiertés qu'il y a partout. Puis C'est beau. c'est important, on les souligne. On essaye du mieux possible de les souligner avec tout le monde. Là. Très hot. Félicitations. C'est Merci. un beau projet. Ouais. On est déjà rendu à la dernière question du podcast. Ouais. Maï, je te lance la boc. Oui, dans le fond, c'est la question. Vous savez, on le dit. C'est ça, genre la question. stressée. La dernière fois qu'on l'a dit, je suis comme que... Non, c'est juste que c'est la question parce que, vous le savez, notre podcast s'appelle le Day-to-Day. Donc, on veut savoir, vous, votre Day-to-Day en marketing, vraiment votre quotidien là, dans vos postes, ça ressemble à quoi? Oui, je commence ma journée. On commence avec un scrum d'équipe. Donc, on se rassemble avec la gang. 3 questions. C'est quoi ta priorité? C'est quoi... comment ça va, premièrement? Comment tu te sens? Comment ça va? C'est quoi ta prio? As-tu un bloquant? Puis on part la journée avec ça. Boîte courriel, c'est un peu le défi au quotidien, mais donc de faire la planification de la journée, si ça n'a pas été fait la veille, planer de la journée, on a des livrables. Donc, normalement, je sais quand je me lève le matin, je sais ce qui s'en vient, là. Mais planification de la journée.
de revoir les priorités. Est-ce qu'il y a des urgences? Parce que là, nous autres, on gère des sites transactionnels. Alors, c'est une vraie urgence, on a un problème avec le site ou avec un formulaire sur le site. Fait que, donc, de gérer les urgences. J'ai quelques rencontres clients, donc des updates. Je vous parlais de weekly ou de bi-weekly tantôt. Alors, des updates avec les clients, fait que je me prépare. En amont, j'aurai consulté mes équipes parce que oui, j'ai des weekly avec mes clients, mais j'ai aussi des weekly, des bi-weekly avec mes équipes internes. Donc, c'est ce qui nous permet de nous mettre à jour parce qu'on parlait d'une culture responsabilisante. Tout le monde fait avance ses dossiers de son bord. Il faut se retrouver, il faut se parler, dire « OK, t'es rendu où? » Puis là, moi, je rencontre ma cliente demain. Fait que je prends, OK, les avancements, tout débloquant, tout ça. Fait que des petites rencontres internes, des touchpoints, avancements, check les budgets, on en est où là-dessus? Les objectifs, OK, ça fonctionne pas comme on veut. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan de match? Donc, c'est sûr que moi, je suis en plus le côté gestion de projet. J'accompagne mon équipe, puis par la bande, c'est ça, je participe je fais du marketing moi aussi, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on se met en action. Fait que c'est vraiment de la résolution de problèmes au quotidien. Ça prend beaucoup de créativité. Faut être capable de jongler avec plusieurs dossiers à la fois. Une bonne gestion des priorités, oui, c'est sûr, ça prend ça. Puis, faut travailler en time boxing, sinon, moi, je me prévois des blocs où, à ce moment-là, je vais vraiment être en zone de concentration là, pour avancer. Dérangez-moi pas. Pour avancer parce que... Puis les stratèges, c'est un peu la même chose. Là, vont pouvoir se concentrer sur différents dossiers parce que tu as un plan de campagne à faire, tu as une analyse à faire. Il faut que tu t'occupes de l'optimisation des campagnes, mais reste que la semaine est chargée. Mes collègues, tout comme moi, même si, moi, je suis chargée, mais eux sont stratèges, ils ont la même journée que moi. Rencontre interne, rencontre client, courriel, appel. Je vous dirais que le téléphone ne sonne plus, là, maintenant. C'est moins la réalité, mais... donc, c'est un peu ça. Puis, voilà. C'est le feu de l'action. C'est déjà très bon. Je pense que c'est le meilleur... explication d'idée qu'on a eu à date. Vraiment. Félicitations. C'est super clair. Souvent, la réponse, c'est genre... ça varie. Oui, ça, c'est exactement. Mais là, c'était vraiment, je t'imaginais rentrer au bureau, puis quoi faire. Ah oui, absolument. Puis on prend du fun pour dîner. Vous avez vu nos tables de baby-foot. C'est cool, vraiment. Oui, puis les stratèges, en fait, ils vont peut-être passer un peu plus de temps à regarder leurs résultats, en fait, le matin. Puis, tu sais, c'est un peu tout ce qui est de la réflexion, justement, sur les campagnes, sur les optimisations, les trucs qui sont en cours. Puis c'est un peu, c'est développer un peu ces méthodes de travail. Les scrums le matin ou les 3 fois par semaine qu'on fait en marketing, on sait que dans la semaine, on a un pack de tâches à faire. Tu es libre de la placer un peu comme tu veux, mais on veut savoir, es-tu à l'aise avec qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il te manque-tu des choses? Puis après ça, avec ta responsabilisation, s'il te manque des choses ou c'est pas clair, c'est là où est-ce qu'on va aller parler avec les chargés de projet. Puis avec le temps, je vais dire, au début, tu es plus en mode exécution parce que tu comprends pas trop qu'est-ce que tu fais. Une fois que tu rentres plus dans ta zone de maîtrise, ta zone de confort, je vais dire, on encourage à aller plus loin puis tout ça. Là, c'est là où est-ce que la job devient plus fun. Du côté stratège, parce que là, tu peux amener des idées, tu peux jongler avec ce que tu as lu, tu peux jongler avec ce que, Joe il a fait dans tel dossier ou telle affaire. Mais après ça, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Là, c'est la dynamique d'équipe, c'est la dynamique avec le client. Oui, puis pour revenir dans le day-to-day d'un stratège, mettons, quelqu'un qui sort, qui vient au marketing, c'est ça. Fait qu'on a des objectifs, on a plusieurs projets, puis on planifie à la semaine, à 80 Fait qu'on va pas planifier 40 heures de travail. C'est ça. On planifie 32 heures de travail pour gérer les imprévus. Pour éviter d'être stressé, d'être overload. 60 heures, finalement. Exactement, parce que des fois, il y a des rencontres qui s'étirent, des fois, il y a toujours des petites urgences ou des choses qui n'ont pas été planifiées nécessairement. Puis, c'est ça, fait que tu as la liberté de planifier ta semaine. Fait que, c'est sûr que c'est en fonction de... Tu parles avec la chargée de projet, avec tes collègues, t'en es où, parce que tout le monde travaille ensemble. Donc, souvent,
ta contribution, va dépendre d'un livrable qui a été fait précédemment, tout ça. Fait que c'est beaucoup de communication, mais tu es libre de faire avancer. Puis, on le sait que, par exemple, la présentation client, c'est telle date. Fait que, tu sais, OK, on se prépare. Puis, en équipe, on a décidé, OK, ça me prendrait, tu sais, il faudrait que le rapport, es-tu capable de finaliser ça pour jeudi, comme ça, on pourrait le réviser. Puis, tu sais, vendredi, c'est fini, on présente mardi, comme ça, tu sais, pas de stress. Fait que... Cool. Oui, il y a des beaux quotidiens. C'est des beaux quotidiens, je pense. Vraiment. Ouais. Cool. Donc, t'avais-tu une question? Non. OK, parfait. J'allais juste dire, pour terminer, justement, où on peut... Hey, j'ai la misère. On m'entend. Good morning! OK, c'est un plus deux. J'allais dire où on peut rejoindre Léonore sur les réseaux sociaux, comment les étudiants peuvent vous retrouver. LéonoreAgenceWeb.com, notre site web, Instagram, on a notre page Léonore. Non, mais sur Instagram. Il y a un TikTok. Oui, c'est nouveau. Que je vois des nouveaux. Ouais. Oui, on a une super... Mouna au bureau a fait une super bonne job pour alimenter nos réseaux. Mais ouais, sur Instagram, on est pas mal actifs. Vous pouvez nous rejoindre là-dessus. Oui, puis tu sais, on partage beaucoup de contenu, beaucoup de choses, je vous dirais. Puis, tu sais, un conseil que je peux donner, soyez pas gênés de poser des questions. Je martèle ça. Quand vous commencez à travailler, je vous dirais, tu sais, à la limite, vous avez un certain gros bout du bâton comparé à quand moi je suis sorti en 2002. Mais, tu sais, je vous dirais, tu sais, vous pouvez magasiner vos boss. C'est que si vous avez quelqu'un qui est tout le temps willing à répondre à vos questions et tout ça, je vous dirais, c'est une mine d'or. Ça fait que... Great! Super! Yes, c'est cool. Et Claude? Puis de l'autre côté, un peu la même chose, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn. Puis on a aussi notre infolette que vous pouvez vous abonner si vous voulez savoir toutes les nouveautés en marketing. Et on a aussi une rubrique en marketing numérique. On a nos événements à venir. Puis c'est pas mal ça. Pas mal tout. OK, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci les filles. Cool. Puis à la prochaine, guys. Ciao, guys. Merci, au revoir. C'est ce qui conclut cet épisode du Day to Day, le podcast présenté par les Démarques. On aimerait remercier tous les invités de la deuxième saison et également notre partenaire principal, Pizza Salvatore. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.